Hello, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, direction le Japon et plus précisément la petite ville de Zama pour une affaire qui est assez récente puisqu'elle remonte en 2017, donc il y a moins de 10 ans. Zama est une ville du centre de la préfecture de Kanagawa. Zama compte plus de 100 000 habitants. C'est une ville assez calme, sans trop d'histoire, jusqu'en 2017, lorsque plusieurs personnes, 9 précisément, disparaissent sans explication et sans laisser de traces en l'espace de 2 mois seulement. Heureusement pour les policiers, le tueur en question, Takahiro Shiraishi, était peu précautionneux à la fin. Il avait un peu trop pris la confiance et il s'est fait attraper. Takahiro Shiraishi naît le 9 octobre 1990 dans la ville de Zama, dont on a parlé juste avant. Il grandit dans cette ville avec sa petite sœur et ses parents qui travaillent dans l'industrie automobile. La famille semble être tout à fait normale. Les enfants s'entendent, bon, comme des frères et sœurs, de temps en temps il y a des petites disputes, mais ils s'entendent bien. Les parents s'entendent bien aussi. Enfin bref, il n'y a pas de choses pendant l'enfance qui ont perturbé le développement des deux enfants. Takahiro est décrit comme un enfant très calme, poli, qui ne fait pas de vagues. À l'école, on ne peut pas dire que ce soit le meilleur, mais ce n'est pas non plus le cancre de la classe. Il n'aime pas trop ça, mais il s'en sort, il est dans la moyenne. À la maison, il aime jouer à des jeux vidéo et son caractère change un petit peu lorsqu'il perd. C'est un mauvais perdant, il est très frustré et il devient un peu violent à ce moment-là. Alors, il n'est pas violent envers sa sœur ou ses parents. Non, il est violent envers le mur qui est juste derrière sa télé. Il a pour habitude de frapper ce mur lorsqu'il perd, mais aussi lorsqu'il est frustré pour d'autres choses. Le mur a gardé les marques de ses coups qu'il mettait. Il y a des petits trous, des petites bosses dans le mur. Lorsqu'il entre au lycée, Shiraishi travaille un petit peu plus et il entre dans l'équipe de baseball du lycée, mais aussi dans l'équipe d'athlétisme. Alors, il n'est pas l'athlète star, l'athlète populaire dans le lycée comme on voit bien souvent dans les films américains, mais il est dans ces deux équipes sportives et il s'y plaît. Il se fait quelques amis, il n'en a pas beaucoup, mais il en a quelques-uns. Et il va aussi avoir une courte relation avec une fille pendant sa période au lycée. On dit de lui que c'est une personne qui écoute plus les autres qu'il ne parle. Il n'y a rien d'étrange, de bizarre dans son comportement, il est tout à fait normal. Certes, quand il est chez lui et qu'il perd à des jeux vidéo, quand il est frustré, il peut parfois taper dans son mur, mais ça, c'est pas quelque chose d'anormal, étant donné que beaucoup d'enfants s'énervent lorsqu'ils perdent à des jeux vidéo. C'est pas quelque chose qui est alarmant. Un truc quand même qui peut être alarmant, c'est qu'on a appris que pendant qu'il était au lycée, avec ses quelques amis, ils avaient l'habitude de faire un jeu un peu carrément débile, s'étrangler mutuellement. Je ne sais pas à quoi ça servait de faire ça, je ne sais pas pourquoi il faisait ça. De temps en temps, il faisait ça. Pendant qu'il est au lycée, ses parents divorcent, il part vivre avec son père et il obtient son diplôme d'études supérieures en 2009. À la fin de son lycée, comme les études ne sont pas vraiment faites pour lui, il décide de travailler directement et il trouve un emploi dans un supermarché qu'il gardera jusqu'en octobre 2011. Selon les souvenirs de ses collègues, il faisait un excellent travail. Il était même membre du personnel permanent et c'est lui qui a démissionné suite à une dépression. Il enchaîne ensuite les petits boulots comme déménageur et il va vivre un certain temps à Tokyo et à Ebina avant de revenir vivre chez son père dans la ville de Zama. Il n'a plus du tout de contact avec sa mère et avec sa sœur, puisque sa sœur est partie vivre avec sa mère. La seule personne dans sa famille, proche du moins avec qui il est en contact, c'est son père. Heureusement, il a un lien très fort avec son père et son père est très fier de lui puisque son fils se débrouille toujours pour avoir un petit boulot et pour gagner son propre argent et vivre de manière indépendante. À Tokyo, Shiraishi travaille officiellement comme agent de publicité pour une entreprise qui offre des emplois aux jeunes femmes. Dit comme ça claque, mais attendez de voir la version officieuse. Premier indice, il travaille à Kabukicho. Et si vous n'êtes jamais allé à Tokyo, que vous n'en avez jamais entendu parler, Kabukicho, c'est le plus grand quartier rouge de la ville.
Situé à l'est de Chingjongu, il est rempli de bars, d'hôtels, de restaurants, tous sur le thème d'un quartier rouge, quoi. On y dépeint un quartier sombre, parfois menaçant, notamment la nuit, où les yakuza, aussi rejoints par leurs homologues chinoises, font régner la dure loi du plus fort. Ce qui inquiète surtout les autorités, ce sont les arnaques organisées par les tenanciers peu scrupuleux, et dont les rabatteurs ciblent principalement les étrangers. Certes, au départ, le prix peut être alléchant, mais en fin de soirée, ce n'est pas la même chose. Il peut être décuplé, encore plus quand les clients sont drogués. Cela vous donne un petit indice sur son activité professionnelle. Il a été recruté comme Kaori Skuto, un rabatteur attirant les femmes vers des bordels pour travailler dans l'industrie du sexe. Il devient ainsi une sorte d'éclaireur pour les gangs de la région. Il attire les femmes en distribuant des tracts dans la rue pour qu'elles deviennent travailleuses du sexe. Ainsi, il les piège, puisqu'une fois qu'elles sont intéressées et qu'elles rentrent là-dedans, elles ne peuvent pas en sortir. Maintenant, il est décrit comme ambitieux, dangereux et capable de trahison. Bien que certains le décrivent comme un rabatteur effrayant, en réalité, Shiraishi est assez inefficace puisque ses proies sont des femmes qui sont désespérées, un peu naïves, qui ont une faible estime d'elles. Le problème, c'est que lorsqu'elles sont dans l'organisation, les membres qui sont au-dessus de lui ont très peur qu'elles fassent des bêtises pour en sortir, par exemple sautent par la fenêtre, elles décident de mettre fin à leur vie et qu'ensuite cela ramène la police sur l'organisation. Donc les membres de l'organisation veulent le faire partir, mais ils ne peuvent pas le virer comme ça. Ils montent un petit stratagème. Un de ses collègues le prend en photo en train de parler à des jeunes femmes, de leur donner des tracts, puis ces photos sont envoyées à la police. En février 2017, Takahiro Shiraishi est arrêté pour violation de la loi japonaise sur la sécurité de l'emploi. Il écope de 14 mois de prison avec sursis. Il retourne vivre chez son père, il l'aide. Vous vous rappelez, son père travaille en tant que concepteur pour des pièces automobiles. Proche de son père, il lui avouera pendant l'été 2017 « Je ne sais pas pourquoi je suis en vie ». À la fin de l'été 2017, en août, il a envie de retrouver son indépendance. Pour ce faire, il dit à son père qu'il a rencontré la femme de sa vie et qu'il aimerait vivre avec cette dernière. C'est complètement faux. Il fait ça car il sait que s'il dit ça à son père, il va se porter garant pour qu'il trouve un appartement et qui plus est, il va certainement lui payer le loyer ou du moins une partie du loyer. Et ça marche. Son père se porte garant pour trouver un appartement, il paye le loyer et Takahiro Shiraishi trouve un appartement assez mignon dans un petit immeuble de 2 étages. Il est plutôt pas mal. Il emménage le 22 août 2017 à moins de 2 km de là où il a grandi, dans la ville de Zama. Tout se passe très bien, sauf un point. Quand il est chez lui tout seul, il a une fascination qui grandit. Et pas n'importe quelle fascination, une fascination pour la mort. Pour satisfaire sa fascination, il utilise des réseaux sociaux et notamment Twitter. Maintenant c'est X, avant c'était Twitter. Et si vous ne connaissez pas X ou Twitter, c'est un réseau social où on peut écrire tout et n'importe quoi et il n'y a pas vraiment de censure. Comme il déteste sa vie et qu'il a envie de se venger pour ça, il crée un compte qui s'appelle Hanging Pro. Oui, vous avez peut-être certainement compris ce que cela voulait dire. Cela veut dire pendu professionnel. Un pendu professionnel. Et la photo qu'il utilise est assez suggestive, c'est une photo un peu en dessin animé. Et sur cette photo, on voit un homme avec des coupures au niveau des poignets, au niveau de la gorge et aussi une corde autour du cou. Il écrira des messages comme « Je veux aider ceux qui traversent des moments difficiles ». Je tiens à préciser qu'au Japon, à ce moment-là, depuis quelques années déjà, le taux de suicide est très élevé. En 2014, on enregistrait environ 70 suicides quotidiens. Ce qui fait de ce pays l'un des pays où le taux de suicide est le plus élevé en Asie, si ce n'est le pays où le taux de suicide est le plus élevé. Non seulement c'est très courant, mais en plus il y a des personnes qui créent des groupes pour faire des suicides collectifs. En allant sur Twitter, Shiraishi sait qu'il va trouver des proies facilement. À la fin de ses tweets, il met souvent « Envoyez-moi un message privé » pour inciter les personnes à le contacter et à lui parler.
Les gens sont constamment harcelés à l'école et au travail. Quand on ne supporte plus l'endroit où l'on va tous les jours et les personnes qui nous y entourent et nous poussent à bout mentalement, je pense que beaucoup de gens souffrent et tentent de se suicider. Même si les médias n'en parlent pas, je veux aider ces personnes. Pas sûr qu'ils veuillent vraiment les aider et ils ciblent surtout les femmes qui veulent en finir. À côté de ça, il a aussi l'habitude de retweeter un peu tout et n'importe quoi, comme des photos de chats, de chiens mignons, peut-être pour noyer le poisson. Sa technique, c'est aussi de se faire passer pour quelqu'un de triste, qui va en finir et qui propose de sceller un pacte pour mourir ensemble. Sa première victime est Mizuki Miura, elle est âgée de 21 ans et elle est dépressive. Après avoir échangé avec lui sur Twitter, elle décide de le rencontrer dans la vraie vie. Cependant, elle fait quelque chose de très bien. Pour sa première rencontre avec lui, comme c'est un inconnu, elle emmène un ami à elle, histoire d'être sûre de ne pas rencontrer n'importe qui, et ils vont dans un endroit neutre. Le 13 août 2017, Mizuki Miura, Takahiro Shirashi et Shogo Nishinaka se rencontrent. Tout se passe très bien. À la fin du rendez-vous, ils repartent chacun de leur côté. Cependant, 6 jours plus tard, Shirashi recontacte Mizuki et il lui demande 4500 $. Il dit que c'est pour louer un appartement pour eux deux, car il est tombé amoureux d'elle et qu'il aimerait vivre avec elle. Elle accepte. Ouais. Ça vous choque ? Bah, moi pas tant que ça. Enfin, au début, quand j'ai lu ça, ça m'a choquée. Mais j'ai réfléchi. Cette dernière était dépressive. Elle avait envie d'en finir. Elle lui a parlé, cela lui a fait certainement du bien. Elle l'a rencontré. Peut-être qu'elle l'a trouvé charmant, je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle était sous emprise déjà. En plus de ça, elle était naïve. Donc, quand on réfléchit à tout ça, ça me choque qu'à moitié. Ce qui me choque un peu plus, c'est qu'elle a eu la démarche de ne pas aller seule au premier rendez-vous, mais après ça, quand on lui demande 4500 $, elle dit ok. Et ça, je comprends pas pourquoi. Le 21 août, elle dit à sa famille qu'elle part quelque part et que personne ne pourrait la joindre, sans dire où elle va. Comme sa famille sait qu'elle ne va pas très bien, ils appellent la police. Grâce à son téléphone qui est borné à Kadas Beach, à Fujisawa, on sait qu'elle était présente à cet endroit. Il a notamment été retrouvé dans la salle de bain d'un appartement situé près de la plage qu'elle aurait loué. En réalité, c'est Shiraishi qui l'a loué. Lui, il l'a ensuite emmenée dans son studio. Chez lui, il la frappe jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Une fois qu'elle a perdu connaissance, il lui passe une corde autour du cou et il la pend. Après l'avoir observé quelque temps, il décide de mettre son corps dans un congélateur. Shogo, qui n'a pas de nouvelles de son ami, petit ami, on ne sait pas trop vraiment quelles étaient leurs relations à ce moment-là. Bref, il décide d'aller voir Shiraishi, mais l'erreur qu'il fait, c'est que lorsqu'il va le voir, il ne prévient personne. Je vous dis que c'est une erreur car lorsqu'il arrive dans l'appartement de Shiraishi, comme il en sait trop, Shiraishi décide de le tuer. Il a auparavant été drogué, battu, puis étranglé. Comme il est trop grand et qu'il prend trop de place, Shiraishi décide qu'il va le découper. Il achète une scie, il se renseigne sur internet pour savoir comment faire et il commence à découper le corps de sa première victime masculine. Il le place ensuite dans des boîtes qu'il garde dans son appartement. Sa troisième victime est Kureya Ishihara, c'est une lycéenne de 15 ans. Elle est dans le club de théâtre du lycée et aussi dans le comité d'étudiants qui propose des activités. Bien qu'elle ait ces deux activités, elle n'a pas beaucoup d'amis, c'est une fille assez seule et sur Twitter, elle commence à se confier à lui. En septembre 2017, un matin, elle part de chez elle pour aller en cours. En réalité, elle ne va pas en cours, elle se rend chez Shiraishi. Ils avaient parlé auparavant de se donner la mort ensemble et c'est le jour J. Le soir, lorsqu'elle ne rentre pas chez elle, ses parents s'inquiètent et appellent la police. Le problème, c'est que son téléphone était éteint, donc on n'a aucun moyen de savoir où elle est passée. Comme avec sa première victime, il la drogue, mais cette fois-ci, il ne la pend pas, il l'étrangle avec ses mains. Et puis, il la place dans une sorte de coffre qu'il garde dans son appartement. Vous devez certainement vous poser la question de l'odeur. On va y revenir un peu plus tard, mais sachez que les voisins s'en étaient plaints plusieurs fois. Et je dis plusieurs fois, car ce n'est pas fini. Sa quatrième et sa cinquième victime sont Inako Sarashina, âgée de 19 ans, et Hitomi Fujiyama, qui avait 26 ans. C'est d'ailleurs la plus âgée des victimes. La sixième et la septième victime, Natsumi Kubo et Akari Suda, sont toutes les deux âgées de 17 ans. Et là, on peut se dire qu'il aurait pu être attrapé car leur téléphone avait borné dans le quartier dans lequel ils résidaient. Cependant,
Les policiers n'avaient aucune personne qu'ils suspectaient dans ce quartier, donc ils n'ont fait aucun lien. Ils se sont juste dit, bon, leurs téléphones ont borné dans ce quartier, certes, elles y étaient, mais comme il n'y a pas de personnes suspectes à cet endroit-là, ils peuvent rien faire. Takahiro Shiraishi n'est pas recherché. Il n'a pas besoin de sortir de chez lui pour trouver ses victimes. Finalement, c'est assez simple pour lui. Il trouve encore une fois sur Twitter sa 8e victime, Kazumi Marayama. Elle était âgée de 25 ans et comme les autres, il l'a droguée, il l'a battue, il l'a étranglée et il l'a découpée. En octobre 2017, Aiko Tamura disparaît. Elle est originaire de Tokyo, elle était âgée de 23 ans et elle avait posté sur Twitter des messages dans lesquels on sentait qu'elle était désespérée. Elle avait perdu sa mère quelques mois auparavant et elle avait du mal à remonter la pente. Elle était soutenue par des psychiatres dans un centre spécialisé, aussi par sa famille et notamment par son frère. Sur Twitter, elle ressentait le besoin de s'exprimer et d'exprimer sa peine. La dernière fois que quelqu'un l'a vue en vie, c'était le 21 octobre 2017. C'est son frère qui, sans nouvelles d'elle, s'inquiète et la recherche partout. Au début, il n'a pas de nouvelles d'elle, il n'arrive pas à la contacter, il ne la trouve pas, puis il se rappelle qu'elle avait un compte Twitter. Il se rend sur son compte, il parvient à s'identifier, à retrouver ses identifiants, et là, il tombe sur des messages qu'elle échangeait avec un certain Hanging Pro. Immédiatement, il va voir la police pour porter plainte, parce que ce n'est pas normal ce qu'il se passe, mais aussi pour les avertir que quelque chose ne va pas, quelque chose d'horrible est très certainement arrivé à sa sœur. En effet, en septembre, Hanging Pro avait contacté sa sœur pour lui parler d'un pacte de suicide. Le 21 octobre 2017, elle est vue sur des caméras de surveillance marchant avec un homme, notamment au niveau d'une gare, puis allant dans un appartement. Son frère, qui ne veut pas rester là à ne rien faire, lance un appel à témoins sur Twitter. Et une femme répond à cet appel à témoins. Elle le contacte. Elle dit qu'elle l'avait déjà rencontré en vrai et qu'elle peut le faire de nouveau. Bien évidemment, les deux préviennent la police. C'est un appât. Comme les autres victimes, ils la rencontrent d'abord à la gare, puis les deux marchent vers le studio de Shiraishi. Après quelques minutes, les policiers frappent à la porte. Il ouvre en étant très serein. Les policiers lui demandent s'il connaissait Aiko. Et il répond, tenez-vous bien, elle est dans la glacière. D'accord. Du coup, on va rentrer et puis on va ouvrir la glacière et surtout, on va vous arrêter. Quand il l'ouvre, il découvre la tête d'Aiko. Mais ce n'est pas tout, puisqu'au sol, il y a différentes boîtes et coffres. Il découvre 8 autres têtes, des bras, des jambes. En tout, 240 ossements humains. Dans les boîtes, il y avait les restes humains, mais il n'y avait pas tout, puisqu'il avait pour habitude de certes garder les os, mais jeter le reste, les organes par exemple. Et ça, il le jetait dans la poubelle à l'extérieur de son immeuble, les poubelles publiques. L'odeur devait être insoutenable. Pour masquer l'odeur, il avait pour habitude de saupoudrer un peu de litière de chat. Les policiers retrouvent des scies, des ciseaux, des couteaux, des cordes, tous recouverts d'une couleur brun foncé qui correspond en réalité à du vieux sang. Ce n'est pas tout puisqu'ils retrouvent des cartes bancaires, des cartes médicales et des objets appartenant aux victimes. Les voisins confirment que les odeurs nauséabondes de chair en décomposition venaient de sa maison et notamment de l'aération de la salle de bain qui fonctionnait 24 heures sur 24. Comme je vous l'ai dit, Shiraishi se débarrassait de la chair et des organes des victimes dans la poubelle extérieure, dans les bennes, qui allaient être emportés par les déchets recyclés et il gardait les os. Arrêté, il est inculpé au début d'abandon de cadavre. Très vite, il sera inculpé pour meurtre. Ses avocats essayent de minimiser les faits en disant qu'il s'agissait de meurtre avec consentement. Il les a juste aidés. C'était des victimes qui allaient mal, qui voulaient mourir. Le truc, c'est que Takahiro Shiraishi est très honnête. Et il raconte qu'il a fait ça pour le sexe aussi, puisque des fois, il avait pour habitude de pratiquer des actes sexuels sur les cadavres de ses victimes, mais aussi pour l'argent, car il leur demandait de l'argent ou alors il leur volait des bijoux. Et il dit aussi aux policiers, pendant son interrogatoire, que des fois les victimes arrivaient et que finalement elles n'avaient plus envie de mourir. Et ça le mettait dans une rage qui faisait qu'il les étranglait directement. Il explique aussi très calmement qu'il souhaitait profiter de l'état vulnérable de ses victimes pour les manipuler,
et les agresser sexuellement, mais aussi pour réaliser des fantasmes et ne pas avoir à affronter le refus de ces dernières. Comment voulez-vous que ses avocats le défendent après qu'il ait avoué tout ça à la police ? Parmi les 9 victimes, il y en a 8 qui sont des femmes, dont la plus jeune avait 15 ans et la plus âgée avait 26 ans, et il y a un homme. C'est tout. L'homme, c'est une victime collatérale parce qu'il en savait trop. Il explique qu'il invitait ses victimes, qu'il les droguait, soit avec de l'alcool ou des somnifères, des tranquillisants, puis qu'il les tuait. Il avoue même au policier que lorsqu'il a décidé de démembrer pour la première fois sa victime, ça lui a pris 3 jours, car c'était très long, très compliqué, il ne savait pas trop comment s'y prendre, mais qu'à la fin, il avait plus l'habitude puisqu'il arrivait à le faire en 1 jour. C'est une information qui, il est vrai, était nécessaire de préciser. Et il a l'air plutôt fier en plus quand il leur raconte ça. Les psychiatres qui l'expertisent disent qu'il n'est pas fou, il peut ainsi être jugé normalement. Je suis désolée d'avoir tué certaines victimes avec qui j'ai passé beaucoup de temps et je voudrais m'excuser, mais pas pour les autres. Je ne ressens pas de regrets. Je suis désolée seulement parce que je me suis fait arrêter. Sinon, je n'aurais rien regretté. 3 ans plus tard, le 1er octobre 2020, Takahiro Shiraishi plaide coupable pour 9 meurtres et le 15 décembre 2020, il est condamné à mort. La condamnation à mort au Japon, c'est une pendaison. Il a été très honnête comme monstre et il dira à la fin de son verdict qu'il ne fera pas appel puisque tout est vrai. Pendant qu'il était dans le couloir de la mort, il disait qu'il avait envie de se marier avec une femme. Étant donné qu'il recevait beaucoup de courriers de fans, ça aurait été assez simple d'en choisir une. Des médias locaux ont rapporté qu'il a été exécuté par pendaison le 27 juin 2025. Moi, la question que je me pose quand même, c'est que se serait-il passé s'il n'avait pas été arrêté ? Puisqu'il était quand même sur 9 victimes en 2 mois, ce qui est énorme. Cette affaire avait choqué le Japon car certes, on a vu tout à l'heure que c'est un pays où le taux de suicide était élevé, cependant le taux de criminalité est assez bas. On l'a identifié sous le nom du tueur de Twitter et cette affaire a posé beaucoup de questions, notamment concernant le contrôle des réseaux sociaux, mais aussi le suicide et la prévention du suicide. Je ne sais cependant pas si ces débats ont débouché sur quelque chose ou s'ils sont juste restés au stade de débat. Voilà, c'est la fin de cette affaire du tueur de Twitter. Dites-moi dans les commentaires si vous la connaissiez et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.